La complémentarité territoriale, je trouve qu'elle est particulièrement bien mise en évidence aujourd'hui dans tous les débats autour de ce qu'on appelle la biorégion. Alors la biorégion, c'est une notion dont la définition n'est absolument pas stabilisée, qui fait l'objet de débats entre différents courants. Mais l'idée de la biorégion, c'est justement d'essayer de réfléchir à l'échelle d'un territoire qui peut avoir une forme d'autonomie. Évidemment qu'on ne peut pas être totalement autonome à quelque échelle qu'on se trouve, mais disons, c'est essayer de raisonner par exemple à l'échelle de bassins versants autour de la question de la ressource en eau. Et là, on voit bien que quand on prend ce sujet, toutes les métropoles, telles qu'elles sont aujourd'hui institutionnalisées, sont dans une relation, je dirais, de dépendance vis-à-vis d'un espace plus large. Et ça vaut aussi pour la question alimentaire, à partir du moment où on se préoccupe d'éviter des transports sur des distances beaucoup trop longues. On a aujourd'hui tout un débat sur la question de est-ce que l'État investit assez ou pas dans les territoires éloignés des métropoles, dans les territoires périurbains éloignés, dans les territoires ruraux, dans les petites villes, dans les villes moyennes. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, l'État, par rapport à ce débat, prend tout un ensemble d'initiatives. Au-delà de la rénovation urbaine, maintenant on a le plan Action Cœur de Ville, on a tout un ensemble de plans pour montrer qu'on agit pour ces territoires. Alors, un certain nombre d'observateurs disent que les territoires ruraux sont surdotés par rapport aux grandes villes sur tout un ensemble de critères. Vous avez un groupe scolaire dans beaucoup de communes de moins de 1000 habitants. Vous avez tout un ensemble d'équipements qu'on est bien en peine de trouver à cette échelle-là dans les grandes métropoles. Mais la question de l'égalité, elle s'apprécie aussi en dynamique. C'est-à-dire que malgré tout, ce qu'on voit dans les territoires ruraux, dans un certain nombre de territoires, c'est les fermetures des préfectures, ce sont des écoles justement qui ferment parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez d'élèves dans l'établissement, etc., etc. Donc il y a une dynamique quand même globalement assez négative dans ces territoires. Donc c'est ça, il faut bien distinguer le stock et le flux. La crise sanitaire, surtout parce qu'elle s'installe, elle change clairement nos rapports au territoire. Enfin, c'est une banalité que de le dire, mais bien évidemment, aujourd'hui, habiter au cœur d'une grande ville, ça n'a plus du tout le même sens que celui que ça avait il y a encore un an. Parce que, la réalité des très grandes métropoles, c'est qu'on paye extrêmement cher des appartements, donc on habite des petits appartements par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans d'autres espaces, mais en compensation, on a accès à un ensemble de ressources, d'équipements, et puis à une vie sociale, dans les cafés, dans la rue, très intense, et tout ça est complètement mis en cause aujourd'hui par les exigences de distance, de mise à distance de l'autre, de porter des masques, etc., etc. Et en parallèle, du coup, eh bien, la crise a revalorisé le modèle du confort spatial et celui de la maison avec jardin. Et ce changement rejoint des dynamiques qui étaient plus sourdes, porteuses d'un autre modèle, d'un autre idéal politique autour d'un rapport très fort à une communauté locale, d'un renouveau de la ruralité. Une crise, elle vient bouleverser, elle n'a pas forcément de changement de tout au tout, mais elle vient bouleverser des équilibres et elle permet à de nouvelles dynamiques d'émerger et de s'imposer. Oui, la crise vient accompagner des dynamiques qui étaient déjà présentes, mais qui aujourd'hui occupent plus qu'auparavant l'avant-scène.